Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs de Mbundaya Ekolo, magazine d'actualité. En tout cas, votre ami de tous les jours qui vous donne des informations fiables, des informations de base, des informations vraiment d'actualité, des informations dont vous avez besoin. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui pour cette émission. Pour vous parler quand même de la guerre de notre pays. En tout cas, nous allons aujourd'hui parler de notre pays. Nous allons parler entre nous, Congolais. Nous allons parler de la guerre dans l'est de notre pays. Mesdames et messieurs, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite de bonnes choses. Je vous souhaite en tout cas des merveilles chez vous, de partout où vous nous suivez. Merci de votre attention sur ce magazine d'actualité. Merci en tout cas pour votre attention soutenue, parce que sans vous, nous on n'est rien. Nous on est là parce que vous nous suivez, parce que vous nous soutenez, parce que vous êtes là. Merci. Merci encore chers abonnés sur YouTube, vous qui faites encore notre force, parce que sans vous encore, rien ne peut marcher avec nous. Nous sommes là pour vous servir, pour vous aider, pour marcher avec vous comme amis fidèles de tous les jours. Alors, comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, dans cette émission, le débat politique, c'est... Donc là, on va parler de rien d'autre que de la guerre, parce que c'est ça ce qui fait l'actualité, c'est ça ce qui domine l'actualité dans ces jours dans notre pays. La guerre dans l'est de notre pays n'a pas commencé aujourd'hui, donc... voilà le sujet de notre émission de la fois passée. On parlait vraiment de la genèse de la guerre dans l'est de notre pays. D'où elle est venue, comment elle a commencé, qui l'a commencé et pourquoi. Donc on a dû parler de tout ça autrefois, mais on ne peut pas passer comme ça. On va quand même faire un pas en arrière pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, pour qu'ils se rattrapent, pour que on soit ensemble. Voilà, autrefois on avait parlé de la genèse de la guerre, comment est-ce qu'elle a commencé. Et je n'avais pas parlé seul. J'étais toujours accompagné par un analyste politique, lui avec qui on avait parlé autrefois sur cette question. Bien sûr, il est avec moi sur ce plateau. Vous le connaissez déjà. Il est l'analyste politique, il est vraiment à ma gauche. Lui, il se nomme bien Gary Mutombo, qui est là. Il est déjà en place pour vous parler de la guerre. Mesdames, messieurs, soyez tranquilles, restez là. On va vous parler de la guerre. Bonjour, monsieur Gary. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu. Il nous a encore donné son souffle. Merci beaucoup, et merci. Nous permet encore que nous soyons encore devant les téléspectateurs
afin de parler encore, de les informer, de faire des analyses sur ce qui est en train de se passer comme actualité dans notre pays. Merci, vous êtes le bienvenu. Oui. Okay. Alors, la fois passée, on a parlé de la genèse de la guerre. Je crois que quand on parlait la fois passée, il y a même de ces téléspectateurs-là ou encore de ces abonnés qui ne nous avaient pas encore suivis. Alors, on veut qu'aujourd'hui, qu'ils récupèrent au moins quelques parties, donc des parties essentielles de la guerre, de la genèse de la guerre dont on a parlé autrefois. Alors, dites-nous en quelques mots, comment est-ce que cette guerre-là a commencé dans l'est de notre pays, en République démocratique du Congo? Oui, il ne serait pas possible que nous puissions dire tout de la manière dont nous avions expliqué la fois passée, mais nous essaierons de parler de quelques mots pour permettre en ce que nous soyons dans le même diapason avec ceux qui ne nous ont pas suivis. La fois passée, quand nous avons parlé de l'origine de la guerre, nous avons d'abord dit que la guerre était externe, c'est-à-dire que les commanditeurs de la guerre, c'était des étrangers, c'est-à-dire nous prenons d'autres États. En l'occurrence, on avait fait allusion aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. Oui, on a fait allusion au Rwanda, on a fait allusion à l'Ouganda et les autres pays voisins, et même les Européens. Et nous avons vu comment les choses ont pu évoluer avec eux, comment ils ont pu installer un gouvernement au Rwanda, un régime au Rwanda avec un homme, et ce qui s'est passé 2 ans après au Congo. Et maintenant, ceci est tributaire de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous allons nous rendre compte que cette guerre vient de durer 3 décennies, c'est-à-dire à peu près 30 ans dans notre pays, que nous sommes toujours dans cette même situation, avec les mêmes choses, presque les mêmes acteurs politiques, comme j'avais dit la fois passée. Si nous pouvons citer des figures, si nous pouvons citer des noms, parce que nous avons vu récemment ce que nous sommes en train de dire, notre ancien président, c'est-à-dire le président honoraire, s'installer là où se trouve la rébellion. Or, nous nous demandons comment est-il parti s'installer là-bas alors que cette rébellion avait bel et bien commencé avec lui. Donc, il y avait des motifs dans sa gouvernance que les personnes n'étaient pas d'accord avec lui. Et maintenant, nous nous demandons cette attente entre lui et la rébellion, cela s'est fait où? Et quand? Et où et quand? Et quels sont leurs points communs pour qu'en ceux qui se retrouvent là-bas? Parce que quand ils se retrouvent dans le lieu où occupe la rébellion, ce n'est pas la sécurité nationale. Or, lui, en tant que président honoraire, il était bénéficiaire de la sécurité du pays parce que c'est une personne qui a occupé les hautes fonctions dans notre pays. Donc, il devait avoir, dans toute sa vie, il mérite les honneurs dits à un président de la République. Et maintenant, quand il se retrouve dans un endroit occupé par la rébellion, c'est-à-dire notre sécurité n'est pas concernée, notre armée ne peut pas les sécuriser. Maintenant, il est entre les mains de qui? Et maintenant, là où le bas blesse, ce sont les mêmes rebelles qui ont combattu contre lui pendant qu'il était au pouvoir. Et c'est là que nous allons démarrer. Et comme nous disons avec les débats, et si nous pouvons revenir en arrière, il y a un acteur politique qui est aussi aujourd'hui, il occupe les fonctions d'un ministre, en l'occurrence Zangi Mouindo. À l'époque, qui était arrêté pendant qu'il assumait les fonctions de député national, qui avait dit dans la plénière à l'hémicycle que le M23 et les FRDC avaient un seul commandant, qui était, il a cité l'ancien président honoraire, ce qui lui a valu l'arrestation et la condamnation pour propagation de faux bruits. Et maintenant, aujourd'hui, il est revenu encore, il est monté au créneau pour dire, en son temps, les juges m'ont condamné. Et maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils me diront? Comment l'ancien président... Parce qu'il a bien vu l'ancien président à Goma. Oui, mais ça ne s'explique pas. Lorsque lui se déplace, il faut toute une sécurité pour lui. Il faut toute une sécurité pour le sécuriser. C'est une personne à sécuriser. Et maintenant, il est arrivé là-bas. Comment? Il est sous la sécurité de qui? Puisque quand nous parlons de la rébellion, ce n'est pas comme
quand nous parlons de la rébellion, ce n'est pas comme un gouvernement établi. Avec la rébellion, personne n'a le droit de leur demander de rendre compte. Personne ne peut se réveiller pendant la rébellion et dire que j'ai travaillé pendant un mois, on ne m'a pas payé. Mais c'est ici, chez nous, si un travailleur se rend compte que la fin du mois est arrivée, il n'est pas rémunéré, il va réclamer sa rémunération. Ce n'est pas le cas avec la rébellion. Quand il y a des sécurités, personne ne peut lever sa main. Vous avez entendu, exceptionnellement, je l'ai vu à Bukavu, la population s'est levée et faire une protestation. Mais là où la rébellion occupe, il n'y a pas de protestation. C'est un peu là que nous allons démarrer et voir quelles sont les perspectives d'avenir avec la rébellion, avec les négociations des États-Unis et comment sera la suite. Quelle est la suite? Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc, dans la suite, quels sont les enjeux qui sont maintenant là et comment se négocient ces enjeux-là? Oui. Voilà. Donc, depuis votre prise de parole, vous parlez de Joseph Kabila, déjà à Goma, la partie du Congo sous contrôle des rebelles. Alors, en parlant, vous dites qu'il a combattu ces mêmes personnes, ces mêmes rebelles pendant qu'il était au pouvoir. Alors, en combattant ces mêmes rebelles, cela voulait dire que c'était lui qui a commencé ou bien la guerre là dans l'est de notre pays a commencé avec le régime donc il a lui-même donc le régime de Mouzé, voilà. Il y a d'abord un pouvoir qui était en place et ce pouvoir là a été combattu par des groupes armés rebelles et parmi lesquels le principal c'était le M23 pendant que lui était au pouvoir. Et quand nous voyons même l'appellation du M23, comme nous l'avions dit dans l'émission précédente, c'était auparavant c'était le CNDP, le Congrès pour la défense du peuple, le Congrès national pour la défense du peuple, et qui s'est mué en M23. Et pourquoi cela? Ils avaient dit que le président, donc c'est-à-dire le régime, l'ancien régime, avec le président Kabila, n'avait pas respecté les accords signés avec eux. C'est ainsi que ces accords-là ont été signés le 23 mars 2009. Et c'est ainsi qu'ils ont pu changer l'appellation de leur rébellion en mouvement du 23 mars pour réclamer l'application de ces clauses-là. Donc nous voyons un peu que c'était lui qui était aux affaires. C'était lui qui dirigeait la République. C'était lui qui avait le pouvoir de décision. Donc le pouvoir décisionnel était entre ses mains. Et nous ne comprenons pas comment il peut se retrouver là-bas. C'est que si j'entends bien, ce n'est pas Joseph Kabila qui a commencé cette guerre-là. Je peux dire ceci. La guerre a commencé avec les M23. C'est-à-dire, la guerre a commencé pendant que lui était au pouvoir. Et l'objectif était, je ne sais pas si c'est de lui renverser ou quoi. Je ne peux pas entrer dans leurs motifs. Mais maintenant, là, on se rend compte que celui qui était jadis combattu par ces mêmes personnes, maintenant habite les zones que ces rebelles-là occupent. C'est ce que nous nous demandons. Ils étaient en amitié, ils étaient en relation. Donc nous ne parvenons pas à bien cerner ces choses-là. Aussi longtemps que nous savons que parmi les sorties médiatiques de notre président actuel, il a un jour dit que c'était lui les parrains. Sans oublier que aujourd'hui, si vous voyez les communiqués qui sont signés par la rébellion, il y a deux groupes rebelles qui signent les communiqués. Il y a d'un côté le M23, il y a d'un côté l'AFC qui signifie l'Alliance Fleuve Congo et qui est dirigé par Corneille Nangaa. C'est-à-dire que l'ancien président de la CENI, aussi au Congo, qui s'est rébellé. Et maintenant là, il y a comme une fusion des groupes armés qui se sont mués ensemble et qui ont décidé maintenant de mener leur lutte armée ensemble. Et lui maintenant se présente là. Et nous ne savons pas comment il a pu se présenter là-bas. C'est ça en fait. La principale question qui se pose. Voilà. Donc comme je disais, Joseph Kabila, comme étant l'ancien président de la République démocratique du Congo,
qui se trouve aujourd'hui à Goma, y est-il par ordre du gouvernement, par la demande de la 5O SSC ou encore parce qu'il fait partie de la rébellion? Ça, c'est une question qui est vraiment pertinente et une bonne question. Nous nous sommes posé plusieurs questions dont les choses doivent être clarifiées à ces sujets-là. Et la personne qui doit nous amener la clarté, c'est lui-même. Parce que lui, c'est un ancien président honoraire et qui a été, nous dirons, depuis quelques mois, accusé par le régime en place que lui, c'est lui l'instigateur ou encore le géniteur de la rébellion qui se trouve là-bas. Il a sa part là-bas. Alors maintenant, quand il s'installe là-bas, et nous voyons qu'il organise des consultations, comme vous l'avez soulevé, les consultations qu'il organise, c'est comme les évêques de l'SSC, 5O ou c'est comment? Alors là, maintenant, nous voyons un peu cette histoire-là. La personne de Kabila, c'est lui qui doit éclairer la nation et la communauté internationale sur son appartenance. Puisque nous avons vu, il a organisé les consultations populaires, c'est-à-dire avec les couches de la société civile. Il a reçu les évêques, donc les pères religieux, il a reçu les mamans, il a reçu les chefs coutumiers, il a reçu les professeurs d'université, donc il avait reçu vraiment plusieurs groupes qui font partie de la société civile. Et maintenant, nous, la question se pose, en recevant ces gens-là, il les a reçus en tant que qui? Il veut faire une médiation, il les a reçus là où la rébellion occupe, et puis il a même reçu encore un groupe de rebelles. Il les a reçus dans quelle casquette? C'est dans quelle casquette qu'il les a reçus? C'est lui comme patron de la rébellion. Il les a reçus, lui, comme partenaire de la rébellion. Bon, quelles aussi les consultations? Parce que quand quelqu'un consulte, il y a des suggestions données. Mais non, les personnes qui lui ont donné des suggestions, quelle sera sa résolution par rapport aux suggestions données? Mais maintenant, par rapport à ces suggestions données-là, il va les résoudre, lui, en tant que qui? En tant que patron de la rébellion? Lui, en tant que société civile, partenaire, amis. Donc, ce sont des choses qui doivent être bien clarifiées. Et surtout que, avec son statut d'ancien chef d'État, il risque de tomber dans les infractions dont nous avons suivi. On a demandé la levée de ses immunités en tant que sénateur. Puisque, en cas de complicité, il risque d'être traduit en justice et condamné. Donc, bref, avec Joseph Kabila, donc la présence de Joseph Kabila là-bas justifie quoi? Avec tout ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'on doit retenir là-bas? La chose à retenir est que, selon nos analyses, c'est que je dirais qu'il prenne tout son courage. Il veut créer encore un autre gouvernement? Qu'il crée tout son courage, qu'il prenne tout son courage à main. S'il se déclare rebelle, qu'il le dise clairement. Parce qu'avant qu'il ne se retrouve là, il y avait d'abord parmi ses conseillers, et le même conseiller que nous avons encore vu là-bas, quand il a organisé les consultations, qui était auprès de lui, en train de prendre note. Le même conseiller avait annoncé qu'il était à Goma et qu'il préparait un discours. Alors, quelques temps passés, les sanctions sont tombées du côté de notre nation, et puis on a demandé la levée de ses immunités. Et après, il fera une adresse à la nation, soit disant qu'il était, je ne sais pas si c'est en Namibie ou quoi. Il a fait une adresse à la nation. C'est que nous dirons qu'il fasse encore un deuxième adresse à la nation. Bon, d'ailleurs, il n'a pas ce droit-là de s'adresser à la nation, mais qu'il fasse une conférence où il va nous dire clairement sa position, que nous sachions que c'est lui le rebelle. Si la rébellion a des revendications, c'est lui qui va se présenter au devant des rebelles avec ses revendications. Donc, il doit clarifier la situation. Dans le cas où il ne clarifie pas, il y a ici, on voit que, je vais dire quoi, du côté du gouvernement congolais qui est mis en place, pense que c'est lui le moteur de la rébellion et qui doit être poursuivi en justice et condamné comme tel. Voilà. Oui, ce sont des choses qui doivent être clarifiées et dans le plus tôt possible.
Merci pour tout. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers abonnés, voilà ce qui fait en résumé le débat de la fois passée. Donc, les analyses, voulais-je dire, de la fois passée. Alors, aujourd'hui, on a un autre sujet, toujours en rapport avec ce débat-là. Nous allons faire la suite aujourd'hui. Nous allons parler du deal qu'a fait le président de la République avec les États-Unis d'Amérique. Donc, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle chance doit-on donner aux États-Unis d'Amérique avec ce deal-là? C'est quoi la chance vraiment? Donc, aurons-nous des vrais résultats ou encore c'est tout simplement de la distraction? Donc, on va voir notre invité, toujours et encore, Gary Mutombo va nous en parler, va nous dire comment est-ce que ça va se faire. Voilà. Rebonjour, monsieur Gary. Bonjour encore. Voilà. Oui. Donc, c'est quoi ce deal-là? Quelle chance doit-on donner aux États-Unis d'Amérique dans ces processus surtout de paix? Oui. En tant que Congolais, en tant que nationalistes congolais, nous pouvons donner toujours notre 100% de chance. Parce qu'il faudra bien voir, depuis que le M23 a ressurgi, il a encore fait surface, il y a eu beaucoup de tentatives sur le plan régional et sur le plan sous-régional. Et tous n'ont abouti à rien. Et maintenant là, je peux dire que c'est comme une dernière chance qui est tendue, puisque maintenant là, les acteurs ne sont plus les mêmes. Nous avons entendu certaines personnes dire comment les affaires africaines peuvent-ils être gérées par des personnes qui ne sont pas africains et ceci, cela. Voilà. Mais nous voyons un peu avec les organisations régionales et sous-régionales, c'est-à-dire nous voyons l'Union africaine qui n'avait jamais convoqué une session ou une réunion alors qu'il y avait vraiment danger dans sa sphère. Et nous voyons encore la SADC qui a essayé avec l'envoi des troupes et consorts, et nous en connaissons la suite. Nous voyons un peu avec East African Community qui avait aussi envoyé les troupes avant les troupes de la SADC, et nous savons comment ces troupes ont pu quitter les Congo. Alors, avec tout ce que nous avons pu voir, et les négociations de Luanda, de Nairobi, et ça aboutit à quoi? Et où est-ce qu'ils se sont limités? Nous avons vu qu'il y avait des limites par rapport à toutes ces organisations-là à amener à la paix, à nous amener la paix dans les pays. Surtout qu'on parlait d'un conflit, un conflit qui devient interne, mais internationalisé, comme on dit en droit international, parce que nous voyons là la présence du Rwanda qui est extérieure. Et quand nous parlons de M23, c'est-à-dire on voit un peu de Congolais. Voilà. Donc c'est déjà devenu un conflit interne, mais qui est internationalisé. Oui. Nous voyons que nous attendons maintenant comme une dernière chance, comme notre dernier bouée de sauvetage. Vraiment. Oui. Alors, quand on parle de ce processus-là, de cet accord entre Washington et Kinshasa, je pense à l'accord qu'avait signé donc entre Joseph Kabila et la Chine autrefois, entre toujours les mêmes minéraux. Toujours entre les mêmes minéraux et infrastructures. Et cela ne nous a rien donné. La Chine ne nous a rien donné comme infrastructure ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne voyez pas que les États-Unis ne nous donneront aussi absolument rien comme la Chine? Bon, il faudra faire une différence. Une différence pas la moindre. À l'époque où notre ancien président, dans les régimes en place, les régimes qui étaient en place à l'époque, avaient fait les contrats avec les Chinois, c'était un contrat qui comportait sur le minerai. Et il n'y avait pas le contexte de guerre. C'est-à-dire, il n'y avait pas un accord militaire, il n'y avait pas ceci, cela. Et il faut aussi noter que cet accord-là ne concernait pas la Chine comme État, mais l'accord concernait les entreprises chinoises, c'est-à-dire des individus. Ce n'était pas un accord entre deux États. Mais maintenant, ici, si nous pouvons parler de ces deals, si nous parlons de ces deals entre nous et les États-Unis, c'est d'abord que le deal est parti d'où?
C'est-à-dire, il y a une remise et reprise. Un nouveau président qui entre en fonction aux États-Unis. Oui. Et selon leur constitution, lorsque le président entre, le jour même, il doit signer des décrets. Donc, il doit signer des actes pour montrer sa prise d'autorité qu'il devient président. Et parmi les actes dont va signer le président Donald Trump, nous voyons un peu, il demande à ce que les États-Unis feront des partenariats avec les autres nations pour acquérir les minéraux stratégiques. Oui. Et ces minéraux stratégiques-là, pour le développement des États-Unis. Et c'est ainsi que le Congo se rendra compte que presque tous les minéraux dont les États-Unis avaient besoin se retrouvaient dans des proportions énormes. Mais la question aussi, je ne vous coupe pas la parole, je vais vous la redonner. Une autre question se pose concernant cet accord-là avec Washington, donc entre Washington et Kinshasa. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, avant cet accord, ils puisaient encore nos minéraux là à partir du Rwanda. Cela veut dire que avant cet accord, ils ne savaient pas que ces minéraux-là appartenaient à la République démocratique du Congo ou bien. Mais comment ne pas les savoir? Ils les savaient bien. Si nous voyons un peu, quand vous parlez du MOE, Mémorandum d'entente, avec le mémorandum d'entente dont l'Union européenne avait fait avec le Rwanda, nous voyons bien que le Rwanda ne possédait pas ces minéraux-là. Mais les Rwandais ont su, je peux dire quoi, ils étaient habiles. Ils savaient vendre leur image. Oui. Ce qui manquait de notre côté, ils avaient une bonne diplomatie. Ce qui faisait défaut dans notre pays. C'est ainsi que vous verrez que dans notre pays, avec l'avènement, donc pour ne pas vraiment trop le jeter des fleurs, avec l'avènement du président Félix et même notre ministre des Affaires étrangères, ils ont dû changer la donne diplomatique. Et en changeant la donne diplomatique, vous avez vu que les choses ont un peu bougé dans ce sens-là. Donc, tout dépend de nous, de la manière dont nous pouvons vendre ce qui nous appartient. C'est-à-dire comment nous allons vendre ce qui est le nôtre. C'est sur le plan diplomatique. Les choses ont bougé, mais il y a des morts chaque jour, des déplacés, des blessés, des viols, des pillages aussi. Oui, c'est ça avec la guerre. Goma est toujours entre les mains des rebelles. C'est ça avec la guerre. Les négociations vont lentement, mais sûrement. Mais avec les nouvelles que nous sommes en train de suivre, puisqu'ils sont partis de quelque part, il fallait partir de quelque part. Et la spécificité avec ce qu'ils sont en train de faire, ils évoluent presque à vase clos. Mais si vous constatez bien, sur le terrain de guerre, depuis que les négociations ont commencé à Qatar, et nous prenons encore avec les États-Unis, il n'y a pas d'avancée majeure, que ce soit du côté de la rébellion, que ce soit du côté du FARDC. C'est comme si les lignes ne bougent pas trop. Donc, dans les lignes de front, les lignes ne bougent pas trop. Donc, il y a comme si il y a la calmie qui s'est installée sur les lignes de front. Donc, ce qui nous prouve qu'il y a bel et bien négociation, il y a bel et bien les choses qui bougent dans l'ombre. Alors, M. Gary Mutombo, depuis l'époque de Mobutu, les États-Unis d'Amérique collaboraient toujours avec la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, à l'est de notre pays, il y a eu des pillages, des viols, des tueries, voilà, et tout, jusqu'aujourd'hui là. Et maintenant, aujourd'hui, toujours avec cette même État, donc c'est même l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, voulais-je dire, pardon, nous signons des accords, nous signons cet accord-là de paix. Vous voyez, est-ce que cela va donner vraiment des bons résultats au peuple, les résultats vraiment que tout le monde attend? Oui, quand vous nous ramenez dans l'histoire, nous voulons voir l'histoire du président Mobutu avec le républicain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le président Mobutu était plus soutenu par le républicain. Et c'était à l'époque de la guerre froide, où il fallait établir l'équilibre régional. C'est ainsi que le Zaïre, à l'époque, était soutenu par les États-Unis. Et Mobutu était soutenu par les États-Unis. Et si vous voyez bien, à cette époque,
le Zaïre avait connu une stabilité. Donc bien qu'il y avait par-ci par-là des guerres, ceci, cela, des sécessions et ceci, tout a été maté et nous avons pu vivre une stabilité. Et si vous constatez encore, vous verrez que le renversement du régime de Mobutu s'est fait pendant le régime des démocrates. Et comme on est toujours en train de revenir sur l'histoire, la personne qui a autorisé à ce que, pendant maintenant la guerre, que les troupes rwandaises quittent le Congo, c'était George Walker Bush, le fils. Alors, si nous voyons Walker Bush, c'est encore un républicain. Et maintenant, je me souviens, avec un ami d'enfance avec qui nous étions encore des petits, quand le président Walker Bush avait appelé aux États-Unis, à l'époque, le président Kabila et le président Kagame, et a ordonné à ce que les militaires rwandais quittent le Congo et que le Congo devait rendre à son tour comment on appelle ça, les FDLR dont le Rwanda réclamait. Je me souviens avoir observé un mouvement pendant 2 semaines des retraits des troupes rwandaises. Nuit et jour, ils ne faisaient que retourner au Rwanda. Et ils étaient sécurisés par un hélicoptère rwandaise. Et c'est à la fin, c'était ma première fois de le voir comme ça, en chair et en os, que j'avais vu James Kabarebe. C'était lui qui était venu. L'homme dont on parle aujourd'hui. Oui, c'était lui qui était venu. Et il a d'abord fait un meeting au stade de Goma, qu'on appelle communément le stade de l'unité. Et puis, ils sont partis à pied jusqu'à la grande barrière, c'est-à-dire à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Et c'est là qu'il nous montrait les derniers soldats rwandais qui rentraient au Rwanda. Et si je cite un peu ces mots, il a dit, celui-ci, c'est notre dernier soldat qui quitte le Congo pour retourner au Rwanda. Ce que nous demandons au Congo, aidez-nous, que nos militaires ne puissent plus rentrer. Ça, nous sommes dans cette situation aujourd'hui encore. Oui. Même s'ils acceptent ça à demi-mot. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, nous passons à une autre question vraiment. Et si l'accord est signé, bon, d'abord, avant la signature de cet accord entre ces deux pays, l'accord de paix, il est conditionné. Donc, il est demandé ou encore obligé au Rwanda de se retirer de la RDC avant la signature de l'accord. Est-ce que cela a vraiment... Quelle est votre analyse par rapport à ça? Oui, ce qu'il faut noter de l'accord est que c'est l'accord minéré contre sécurité. C'est-à-dire que pour que les États-Unis exploitent les minéraux au Congo, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité. Et dans le langage économique, on dit que l'investissement n'aime pas les bruits des bottes. C'est-à-dire l'argent qu'on investit n'aime pas la guerre, puisque la guerre arrête tout. Alors maintenant, les États-Unis doivent d'abord commencer avec la paix avant d'exploiter les minéraux. Alors c'est à nous de jouer la partition du jeu. Donc c'est à nous de saisir l'opportunité et de jouer la partition du jeu. Donc là, nos frères qui sont complices, ceux qui collaborent avec l'ennemi doivent vraiment cesser pour faire avancer quand même le pays. Et alors, si, avant-dernière question, disons que l'accord est déjà signé et tout, et que demain le régime des États-Unis change. Vous ne voyez pas que tout sera changé et que le Rwanda prendrait peut-être les armes, reprendrait peut-être les armes, et ça sera encore pire. Il faudra voir le type d'investissement que les États-Unis vont faire. Parce que si, comme vous dites là, les États-Unis changeaient de régime, bon, si c'est un démocrate encore qui revenait au pouvoir, et que, par exemple, parce que j'entendais les États-Unis dire ils peuvent investir 150 milliards de dollars, pourront-ils renverser leurs 150 milliards de dollars pour quelque chose? C'est ce que je dis, tout dépend de nous, de la manière dont nous négocions. Parce que si nous mettons quelque chose de solide, ça sera difficile de renverser la chose qui est solide. Et surtout que, je vais ajouter quelque chose, et surtout que si nous profitons, parce qu'il y a dans leur accord, il y a la formation, l'équipement des militaires.
Si nous bénéficions de cette chose-là et que nous réformons notre armée et que l'armée est forte, l'armée a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors en conclusion, si tout ça se faisait, que le Rwanda résistait. Les États, ça d'abord. Voilà, conclure directement. Ça d'abord, il faudra s'attendre à cette chose-là. Pourquoi il faudra s'attendre à cette chose-là? Vous comprendrez avec moi que les Rwandais a signé des partenariats économiques, des partenariats financiers. Et ces partenariats-là, sur les minéraux dont ils ne possèdent pas et qui se retrouvent au Congo. Et ces sommes-là, ce sont des milliards de dollars. Et maintenant, ils doivent rembourser ces dettes. Je pense qu'il faut l'obligation, il faut une contrainte pour que le Rwanda accepte de laisser le Congo parce qu'il a des dettes avec lui. Voilà. Il a des dettes, l'argent à rembourser. Merci beaucoup, M. Gary. On se retrouvera à la prochaine. Merci, ça sera encore un plaisir que nous puissions nous retrouver et que nous puissions encore discuter sur l'actualité. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Mbonda Ekolo, ce magazine d'actualité, votre ami de tous les jours. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui avec cette émission, le débat politique. Vous venez là de suivre l'analyse de l'analyste politique, bien sûr, Gary Mutombo. Voilà. Alors, merci. Nous vous demandons, chers abonnés, de vous abonner à notre chaîne YouTube Mbonda Ekolo officielle pour vraiment suivre l'émission chaque jour ou encore chaque fois dont vous avez besoin. Alors, merci. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à tout le monde. Merci aussi à vous, hein, parce que sans vous, on ne peut rien. Au revoir. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097.